Bonsoir. Je vais d'abord me présenter rapidement et puis ensuite je vais vous faire une petite présentation du menu de la soirée. Donc moi je travaille à Nantes Métropole. Je suis directeur d'une mission qui s'appelle Dialogue Citoyen et j'ai été chargé donc pendant les dernières années de suivre les processus, on va dire, de concertation sur l'agglomération. Et j'ai aussi travaillé beaucoup avec ce qu'on appelle les pôles de proximité, dont je parlerai ce soir assez longuement. Voilà, j'ai eu la chance de participer à la création de la communauté urbaine. Donc j'étais là lorsque cette métropole s'est créée, cette communauté urbaine. Donc je fais partie des personnes qui travaillent et qui sont là depuis 13 ans, puisque Nantes Métropole n'a que 13 ans d'existence, et c'est la petite formule que j'ai mise dans la brève-histoire, 13 ans d'existence, de la petite enfance à l'adolescence. C'est un petit clin d'œil pour dire qu'une communauté urbaine comme celle que nous avons à Nantes, c'est une histoire très courte par rapport à ce que sont les mairies, notamment, qui ont des siècles d'existence. Mon objectif ce soir, c'est d'essayer de vous expliquer comment ça marche, cette communauté urbaine. Donc, donner de la lisibilité, en fait, à cette institution qui est parfois assez difficile à lire, à comprendre. On dit que c'est souvent une institution qui est opaque. Bon, voilà, donc si à la sortie de la soirée, vous avez un peu mieux compris comment ça marche, j'aurai réussi mon objectif. Voilà. Par contre, si vous partez avec plus de questions que de réponses, ça veut dire que j'aurai échoué. Voilà. Ceci dit, donc je suis là à titre personnel, je n'engage absolument pas l'institution qui m'emploie, voilà, et donc ce que je vais dire n'engage que moi-même. Voilà. Alors, ce sur quoi je vais donc parler maintenant, je vais rapidement parler de l'histoire de cette communauté. Ensuite, donc, je vous montrerai une carte, parce que c'est important de voir un peu où est-ce qu'on est dans cette géographie, et puis comment en fait s'est organisée un peu aussi la communauté urbaine. Ensuite, je parlerai des compétences, puisque en fait, une des questions, c'est de savoir qu'est-ce que fait la communauté urbaine et en quoi cette communauté est complémentaire avec ce qui se passe sur la commune. Ensuite, je vous donnerai un petit schéma, comme l'a dit Thierry, sur le comment ça marche, qui prend les décisions, qu'est-ce que c'est que les pôles de proximité, à quoi ça sert, tout ça. Et puis, un dernier point sur les évolutions, puisqu'en fait, on est à la veille d'une création donc d'une métropole, et donc donner quelques informations sur ce qui va se présenter à partir de 2014. Voilà, et on y va donc sur l'histoire. Alors, la semaine dernière, Yannick Guin vous a donné quelques éléments sur les grandes phases de la décentralisation. À Nantes, donc, on peut dire que les quatre étapes qui ont été importantes pour la création de l'intercommunalité, de mon point de vue, la première date importante, ça a été en 1982, lorsque on a créé le CIMAN, qui était un syndicat intercommunal qui a eu en fait comme vocation principale de mettre en œuvre la première ligne du tramway. C'est le CIMAN qui a décidé en fait de faire cette première ligne qui part de Bellevue et qui arrive jusqu'au stade de la Beaujoire. Et donc c'était un premier acte fondateur de ce qui est aujourd'hui le schéma de développement des transports en commun. Et donc le CIMAN a été une institution intercommunale qui a été donc marquante pour cette première réalisation. Ensuite, en 1992, donc 10 années après,
les élus donc décident de créer une nouvelle forme d'action intercommunale qui était le district. Ce district de l'agglomération nantaise donc s'est occupé, a continué à s'occuper des questions de déplacement. Il a pris la suite, on va dire, du ciment. Et puis il a commencé à s'occuper un petit peu aussi des questions relatives aux déchets et un petit peu aussi des questions autour de l'enseignement supérieur. Donc c'était une première étape, une première préfiguration, on va dire, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis ensuite, donc, le vrai départ, si vous voulez, de l'intercommunalité sur l'agglomération, ça a été en 2001, donc la création d'une communauté urbaine qui, en fait, est issue d'une loi qui est la loi sur l'intercommunalité de 99 et qui permettait de créer de nouvelles formes de coopération intercommunale avec des formes différentes. Donc nous avons ici une communauté urbaine, mais il y a aussi ce qu'on appelle les communautés d'agglomération. Par exemple, Saint-Nazaire est une communauté d'agglomération. Et puis vous avez aussi d'autres formes qu'on appelle les communautés de communes. Si vous montez un peu plus au nord, Treillères, Grandchamp, c'est une communauté de communes. Ceci pour dire que donc, cette loi de 99 a permis en fait de prendre plusieurs options, et ce sont les élus qui ont décidé la forme la plus adaptée à la réalité donc urbaine et sociale. Donc c'est en 2001 que s'est créée cette communauté urbaine, et donc c'est encore très jeune. J'insiste beaucoup là-dessus. Lorsque vous prenez les mairies ont des siècles d'existence. Nous sommes une institution très jeune, avec jusqu'à présent donc deux mandats sur lesquels les élus ont pu travailler. Donc le premier mandat qui a duré de 2001 à 2008, et le second mandat 2008 à 2014. Donc on est encore vraiment au tout début de cette institution. Et puis, donc, dernière phase qui va arriver en 2015, nous allons nous transformer en métropole. Et donc, on va franchir une nouvelle étape. Et j'expliquerai un peu tout à l'heure qu'est-ce que ça va changer. Alors, maintenant, donc, une carte que j'espère à peu près lisible pour tout le monde. Vous allez la retrouver aussi sur le document que je vais vous donner tout à l'heure. Donc, elle sera sur le schéma. Alors, donc, cette carte présente en fait la communauté urbaine de Nantes, donc, ce qu'on appelle Nantes Métropole, avec donc les 24 communes qui la constituent. Donc, en fait, c'est un ensemble de 600 000 habitants. Et donc vous avez la commune centre, la ville de Nantes, qui représente à elle seule la moitié de la communauté urbaine. Et vous avez autour 23 communes, certaines qui sont donc importantes en nombre d'habitants, Saint-Herblain, Rezé, et puis des communes autour de 20 000 habitants, Orvaux, Vertou, Saint-Sébastien. Et ensuite, des communes de moins grande importance, donc plutôt sur la périphérie. Et donc, on a cette communauté qui recouvre à peu près 50 000 hectares, donc c'est quelque chose d'important. Et alors, sur cette carte, donc, on a mis ce qu'on appelle les pôles de proximité. Ces pôles de proximité sont en fait des services de Nantes Métropole qui permettent d'avoir une action en relation directe à la fois avec les communes et plus de relations avec les habitants sur les services à rendre. Et ces pôles de proximité donc ont été un peu une originalité de la communauté urbaine de Nantes. On n'a pas ça dans toutes les grandes communautés en France.
Ils ont été créés essentiellement à la demande des élus, des maires, des élus, lorsqu'on a créé cette communauté, pour faire en sorte que les décisions, les services rendus ne soient pas simplement le fait des services centraux, mais qu'on ait des services déconcentrés. Ça, c'est un choix qui a été fait donc, dès la création de la communauté urbaine. Et vous avez donc un pôle de proximité, à La Chapelle-sur-Erdre, ce pôle qu'on appelle le pôle Erdre-Essence, qui regroupe 3 communes, les communes de La Chapelle, d'Orvaux et de Sautron. Et une particularité, le quartier de Nantes-Nord. Alors, cette carte donc vous montre que la ville de Nantes n'apparaît pas vraiment avec tous ses contours, parce que le choix qui a été fait, c'est de faire en sorte que certains quartiers soient regroupés dans des pôles avec les communes périphériques. Et l'exemple de pôle Erdre-Essence est un exemple intéressant, parce que on a estimé en fait qu'entre les quartiers de Nantes-Nord, à partir du pont du Sens, sur la limite entre le Sens et l'Erdre, ce quartier de Nantes-Nord avait une proximité urbaine avec les communes de La Chapelle, Orvaux et Sautron, et que donc ce quartier pouvait tout à fait s'inscrire dans ce pôle de proximité. On a la même chose si vous prenez le grand ensemble vert en haut à droite, ce qu'on appelle le pôle Erdre-et-Loire. Ce pôle Erdre-et-Loire regroupe les communes de Mauves, Thoiré, Sainte-Luce et Carquefou. Et vous avez 2 quartiers nantais qui sont aussi inscrits dans ce pôle. Ce sont les quartiers de Nantes-Erdre, qui va de la Chantrerie jusqu'à la Tortière, et le quartier d'Oulon-Bottière, qui est celui donc, qui part des boulevards périphériques jusqu'à la commune de Sainte-Luce. Là aussi, ce pôle, en fait, a été construit parce qu'on a estimé qu'entre ces quartiers Nanterre et d'Oulon-Bottière et les communes de Carquefou, Sainte-Luce, Thoiré et Mauves, il y avait ce qu'on appelle une continuité urbaine, et que donc il y avait tout intérêt à travailler ensemble sur ce territoire. Alors si j'insiste un peu sur cette affaire des pôles de proximité, c'est aussi parce que on n'a pas sur la communauté urbaine d'un côté la ville-centre, Nantes, et les communes périphériques. Cette organisation des services montre qu'on travaille vraiment, on essaye de travailler à une continuité entre la ville-centre et les communes. Et donc, ces pôles de proximité, en fait, sont des outils aussi pour montrer qu'il n'y a pas d'un côté donc la grosse ville et les autres communes, mais qu'il y a une forme de fluidité entre ces communes et la ville-centre. Voilà, donc cette carte des pôles de proximité vous donne un peu une idée de comment ça s'organise, en sachant donc que dans ces pôles de proximité, il y a des services déconcentrés, c'est eux qui sont au quotidien en lien avec les communes et avec les habitants. Alors maintenant, donc, on va passer à la question qui est la question qui nous est souvent posée, c'est qu'est-ce que vous faites à la communauté urbaine? Quelles sont vos compétences et en quoi ces compétences sont différentes de celles des communes? Alors, lorsqu'on parle des compétences de la communauté urbaine, il faut bien revenir, si vous voulez, à la période de création. Cette période de création, ça a été des discussions qui ont eu lieu durant l'année 2000 pour aboutir en janvier 2001 en fait, à la mise en œuvre de la communauté. Et donc, c'est des choix qui ont été faits à la fois
par les élus, mais aussi des choix qui ont été imposés par la loi. C'est-à-dire que ces compétences, ces transferts de compétences entre les communes et la communauté, c'est un cadre juridique défini par la loi de 99 qui a dit, voilà, maintenant les compétences qui vont être transférées. Deuxième chose, ce transfert de compétences ne s'est pas fait, si vous voulez, en un jour. Il a fallu quand même du temps, vu l'importance qu'elles ont. Donc, ça a été un processus qui a duré plusieurs années, et pour certaines d'entre elles, ces compétences ne sont pas totalement stabilisées. Hein, vous allez voir que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui sont encore, vous allez dire, mais ça, c'est pas vraiment encore tout à fait bien calé. C'est vrai, parce que tout ça, c'est encore des choses qu'on essaye de stabiliser. Alors, dans les compétences donc, qui sont à la métropole, il y a un premier groupe, je veux dire, qui est lié à ce qu'on peut mettre autour de l'urbain, l'aménagement urbain, les déplacements, et puis aussi le logement et l'habitat. Ces questions d'aménagement urbain, vous les connaissez, c'est les questions qui renvoient à ce qu'on appelle le plan local de l'urbanisme, qui définit les règles d'urbanisme, qui définit aussi, j'ai mis en face, des zones d'aménagement concerté. Hein, vous en avez une sur la Chapelle, la ZAC des Perrières. Et vous avez aussi dans l'aménagement urbain toute la question en fait des déplacements et la question des constructions du logement. Donc ces compétences-là sont des compétences qui sont très importantes et qui renvoient en fait à la manière dont on aménage, on définit le cadre dans lequel on va faire les constructions, les logements et les équipements. Cette compétence a été donc transférée, c'est-à-dire qu'elle est réglementairement sous la responsabilité de Nantes Métropole, mais à aucun moment les choses qui se décident se font en dehors des élus de la commune. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce que les élus se sont mis d'accord lorsqu'ils ont créé la communauté urbaine pour dire qu'aucune décision qui se prend sur une commune ne peut se faire sans avoir discuté avec les élus de la commune. C'était un document qui a été une charte de fonctionnement qui a défini en fait des règles pour que les décisions de la métropole ne soient pas des décisions supracommunales, mais intercommunales. Donc, lorsqu'on met en place une zone d'aménagement concerté, lorsqu'on met en place une programmation de logement, c'est une décision prise en commun entre la métropole et la commune. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que les élus qui composent la communauté urbaine, ce sont des élus qui sont issus des conseils municipaux. Donc, ici, sur cette commune, pendant les 6 années du mandat 2008-2014, vous avez 3 élus qui ont été élus communautaires. Donc, ces élus communautaires étaient donc issus de la commune de La Chapelle, et donc, c'est eux-mêmes qui décidaient pour leur commune, à la fois en tant qu'élus communautaires, mais aussi en tant qu'élus communaux. Donc on est bien, si vous voulez, sur un processus en fait de discussion et de construction où se mixent à la fois les attentes des communes et un choix de développement intercommunal. Et c'est ça toute l'histoire et toute un peu la complexité de cette communauté urbaine, c'est que il faut à la fois essayer de faire que la métropole se développe, mais que ça ne se fasse pas au détriment ni en désaccord avec les attentes des communes.
Alors, je reviens à mes compétences. Donc, j'ai parlé aménagement urbain, transport et déplacement. Alors, j'ai mis en place, en face, pardon, un sigle qui s'appelle PDU. PDU, ça veut dire plan de déplacement urbain. C'est ce qu'on appelle un schéma, si vous voulez, qui a été approuvé par les élus communautaires en juin 2010. Et c'est ce schéma qui a dit, voilà, nous allons faire 7 lignes de chronobus, nous allons faire des pistes cyclables. Donc c'est ce schéma qui organise les déplacements sur la communauté urbaine. Donc cette compétence transport et déplacement est très importante. Et ce plan de déplacement urbain est un cadre de travail pour développer les transports en commun. Alors, là aussi, je m'arrête un moment sur cette compétence parce que cette compétence, elle est aussi liée avec l'intervention des autres collectivités qu'il y a autour de nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez, par exemple, vous connaissez les transports lilas, les cars lilas. Les cars lilas qui traversent la commune ne sont pas organisés par la communauté urbaine, mais ils sont organisés par le Conseil général. Donc, il faut qu'il y ait des discussions entre la communauté urbaine et le Conseil général pour voir comment on met en relation les transports en commun de la communauté urbaine et ceux du Conseil général, à la fois sur les déplacements, mais aussi sur la tarification. Autre exemple, les transports en commun avec ferroviaire, avec la SNCF et la région. Bon, vous savez que la SNCF et la région ont une compétence aussi sur les transports ferroviaires, et donc on doit discuter avec eux sur la manière dont on met en relation les transports ferroviaires, les transports en commun. Et donc tout ça, si vous voulez, c'est pour montrer que ces compétences, elles nous sont dévolues, elles nous sont données, mais on est toujours obligé de discuter aussi avec les autres collectivités. Donc c'est une compétence qui oblige en fait à un travail permanent avec l'environnement. Mais le PDU, c'est bien, le déplacement, c'est vraiment une compétence qui nous est propre. Alors ensuite, la troisième ligne, donc vous voyez, espace public, voirie, propreté et éclairage public. Bon, ça c'est une compétence qui relève entièrement de notre responsabilité, et ça a été effectivement transféré par les communes à la communauté urbaine. Avant 2000, la commune de La Chapelle devait traiter sa voirie, devait effectuer le nettoiement. À partir de 2001, maintenant, la communauté urbaine a la responsabilité de l'espace public, du nettoiement. Et donc ça a été un changement très important, avec la volonté en fait à la fois de faire aussi bien que ce qui existait dans les communes avant 2001, c'est-à-dire que l'exigence qui nous était demandée, c'était de faire aussi bien que les agents tels qu'ils travaillaient avant, et puis essayer aussi d'harmoniser et de trouver des services plus compétents pour faire en sorte que le traitement de l'espace public et le nettoiement donnent satisfaction donc aux habitants des communes. Donc cette affaire espace public nettoiement, c'est une activité au quotidien du pôle de proximité. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui est organisation, traitement de la voirie, nettoiement, c'est le pôle de proximité qui l'organise, et ces services-là sont discutés au quotidien aussi avec les communes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des décisions, des actions qui sont prises du haut du siège de Nantes Métropole, c'est au quotidien que les services des pôles doivent discuter avec les communes. Alors ensuite, une compétence que vous connaissez bien aussi, c'est les déchets. La collecte des déchets, le traitement des déchets est de compétence métropolitaine.
avec là toute la réflexion sur la collecte, mais aussi le tri sélectif qu'on essaye de mettre en place, et puis la manière de traiter donc les déchets. C'est une question extrêmement complexe, mais ça c'est la compétence de la communauté urbaine. Vous avez aussi dans les services au quotidien l'eau et l'assainissement. Ça c'est de compétence métropolitaine. Vous avez après ce qui relève donc de l'environnement et de l'énergie. Alors là ce sont des compétences qui sont, je dirais, plus difficiles à cerner, mais l'énergie, c'est quelque chose qui est arrivé progressivement dans les préoccupations des collectivités locales, avec notamment le réseau de distribution. Ce n'est pas la production de l'énergie, quoique maintenant, avec les énergies alternatives, on se pose la question en fait, de développer des modes alternatifs. Donc c'est une compétence qui est en cours qui prend une importance plus forte que précédemment. Si je passe au bas de la diapositive, donc on arrive après à des compétences qui sont aussi très importantes pour développer le territoire. Tout ce qui relève du développement économique. Alors ça, c'est donc ce qu'on appelle les zones d'activité. Toutes les zones d'activité des entreprises, c'est de compétences métropolitaines. À la fois attirer les entreprises, mais aussi rendre des services aux entreprises. L'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Cette compétence est je dirais, une compétence qui est partagée là aussi avec d'autres collectivités comme la région et avec l'État. Donc nous avons en fait une compétence qu'on peut qualifier de partagée et nous avons des responsabilités sur tout ce qui est bâtiment, espace public, je dirais tout un peu l'infrastructure, mais pas sur le contenu en fait de l'activité de l'enseignement supérieur. Sur l'emploi, c'est une compétence aussi qui a été mise en place progressivement avec, par exemple, j'ai mis en face un équipement qui s'appelle la Maison de l'Emploi. Ça a été des équipements pour permettre l'accès à l'emploi des chômeurs qui ont été mis en place par Nantes Métropole avec les services de l'État, mais c'est effectivement des initiatives qui ont été prises dans les dernières années. Et puis vous avez un grand bloc qui n'est pas une compétence très, très facile à cerner, c'est le rapport à l'Europe et l'attractivité internationale. C'est ce qu'on met sous la rubrique développer l'attractivité de la métropole. Alors voilà, lorsqu'on balaye rapidement cette liste, on se rend compte en fait que ce transfert de compétences a été très important et que l'activité de la métropole recouvre des réalités qui sont maintenant, je dirais, très, très, très multiples et qui sont très complémentaires. Oui, tu vas pouvoir le diffuser parce que je vais passer à l'étape après. Et donc, ça a été, en fait, si vous voulez, une mutation très forte. Alors, vous allez me dire, pour faire tout ça, combien est-ce que vous êtes à Nantes Métropole? Alors, on est 2700 agents, ce qui est un nombre très important. Il y en a 2 dans la salle, de collègues, qui pourront aussi dire comment ils voient les choses, mais c'est vrai qu'on est une grosse institution. Alors, pour comparer, je compare avec Nantes. Nantes a aujourd'hui 4500 agents. Donc, voilà. Sur ces 2700 agents, donc, pour vous donner une idée, il y en a 1000 qui sont dans les pôles de proximité. Ici, le pôle Cadre-Essence est autour de 160 agents. Et les autres sont dans les services centraux. Bon, c'est une grosse institution avec une organisation interne sur laquelle donc je ne reviendrai pas, mais qui est quand même assez lourde. Donc, vous avez donc, alors je reviens sur les 2 cartes. L'intérêt de ce schéma, c'est que vous avez donc la carte des 24 communes
Et puis, en haut à droite, vous avez la carte des pôles de proximité. Donc vous voyez bien comment, en fait, on a essayé d'organiser les services de proximité au regard donc des communes. Bon, je l'ai expliqué, je n'y reviens pas. Alors, en bas à gauche, vous avez donc l'organisation politique de cette institution qui repose en fait sur une assemblée qu'on appelle le conseil communautaire. Il y a par exemple, il y a une réunion demain du conseil communautaire. Et dans le mandat donc, précédent, enfin celui dans lequel on est encore aujourd'hui, on a 113 élus qui composent le conseil communautaire. Donc, si vous voulez, c'est l'équivalent du conseil municipal. Et les élus qui ont été choisis pour être conseillers communautaires ont été désignés par le conseil municipal. Donc, il y a eu une répartition en fait du nombre de conseillers au prorata du nombre d'habitants. Bon. Pour la Chapelle-sur-Erne, c'est 3 conseillers. Pour la ville de Nantes, c'était donc 48 conseillers. Et après, ça évolue entre 1 et 7. Je crois que Saint-Herblain en avait 7. Donc ces conseillers se retrouvent au conseil communautaire. Et ensuite, donc, on a deux répartitions importantes. On a ce qu'on appelle donc les vice-présidents. Hein, nous avons encore aujourd'hui 33 vice-présidents. Et ces vice-présidents, donc chaque maire, jusqu'à présent, était vice-président. Et on avait aussi d'autres vice-présidents en fonction de la composition en fait, politique de l'Assemblée. Et ces vice-présidents se réunissent dans une instance qu'on appelle le bureau communautaire, qui est une sorte de, si vous voulez, de petit conseil et qui prend des décisions aussi complémentaires avec le conseil. Donc ces assemblées ont vocation à la fois à débattre des questions et à prendre des décisions donc, qui engagent l'action de la communauté urbaine. Alors ce sont donc des grosses, des grosses assemblées, donc c'est pas toujours facile de comprendre comment ça marche. Bon, les séances sont publiques, elles se tiennent à la Cité des Congrès. Bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. On ne peut pas dire que ce soit très bien organisé non plus pour accueillir le public, hein, je vous le dis sincèrement, mais en même temps, normalement, donc c'est quand même des séances qui sont publiques et on a accès en fait à toutes les discussions qui ont lieu. Donc ce sont ces instances qui décident très précisément des grandes orientations et des décisions pour le développement de la communauté. Et puis vous avez autrement donc ce qu'on appelle des commissions. Hein. Donc ces commissions, donc il y en avait 7 dans le mandat. C'est un peu comme les commissions municipales. Hein. Ce sont des commissions qui, sur les grandes thématiques, mobilité, environnement, aménagement, donc discutent des choix et préparent les décisions du conseil communautaire. Voilà, donc ça c'est les grandes... ce sont c'est l'organisation en fait politique au niveau central. Et alors au niveau des pôles de proximité, puisque on a bien un double niveau d'intervention, hein, centrale et la proximité. Je vous ai parlé des pôles, je vous ai parlé des services, mais il y a aussi une organisation politique des pôles au sein des pôles de proximité, puisque les élus ont voulu que en fait, l'action menée sur ces pôles soit aussi pilotée par les élus. Donc, nous avons ce qu'on appelle des commissions locales de pôles, qui sont des réunions qui se tiennent à peu près une fois tous les 2 mois, où les maires des communes concernées, là par exemple le maire de la Chapelle, le maire d'Orvaux, le maire de Sopron et l'adjoint de quartier de Nantes, plus quelques autres conseillers se réunissent et discutent de comment en fait l'action métropolitaine se développe sur le pôle.
Donc ce sont des réunions, des petits, si vous voulez, c'est un peu comme des petits conseils municipaux, mais bon, ils n'ont pas d'abord, ce sont pas des réunions publiques, et puis il n'y a pas des décisions forcément toujours à prendre, mais pour nous, c'est très, très important d'avoir ces instances politiques décentralisées, puisque, si vous voulez, ça fait un peu le contrepoids avec une organisation trop centralisée. C'est un peu la critique qu'on fait souvent à Nantes Métropole. C'est une grande institution qui est très loin et on n'y comprend pas grand-chose. C'est pas tout à fait faux. Hein. Et donc, la contrepartie qu'on a essayé, enfin que les élus ont essayé de mettre en place, ce sont ces commissions locales de pôle où, entre eux, ils discutent sur les décisions à prendre, par exemple sur les questions de collecte des déchets, le nettoiement, enfin toutes les grandes compétences que j'ai évoquées tout à l'heure. Comparer les programmes de logement, voir comment comment on articule les lignes de déplacement, transport en commun et l'urbanisation. Bon, c'est dans ces commissions locales de pôle que se discutent ces sujets-là. Donc on a donc vraiment ce double niveau en fait de fonctionnement, un niveau central qui est je dirais un peu structuré comme conseil municipal et les structures des villes, et puis cette invention particulière des pôles de proximité qui essayent de faire en sorte que les maires et les élus municipaux soient eux aussi partie prenante de la vie de la communauté urbaine. Voilà, ça c'était donc c'est ce schéma-là qui reste, je dirais, à la fois assez complexe et en même temps qui essaye de vous donner donc des clés de compréhension sur cette institution. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les compétences, c'était les compétences qualifiées d'obligatoires, et on a donc à Nantes Métropole, les élus ont choisi d'avoir aussi des compétences facultatives avec une liste assez assez longue, notamment, alors on a par exemple les aires d'accueil des gens du voyage, on a la question des actions et réalisations en faveur des personnes handicapées, ce qui n'est pas mince, hein, tout ce qui est accessibilité avec les personnes à mobilité réduite, ça c'est de notre compétence. Les questions foncières, ça c'est aussi de notre responsabilité sur gestion d'un programme d'action foncière. Les promenades le long des cours d'eau, les valorisations des espaces naturels, ça participe, si vous voulez, de la valorisation de l'environnement. Donc ça, c'est aussi une compétence qui est plutôt métropolitaine. Une compétence qui n'est pas non plus anodine quand on voit ce qui s'est passé dans les temps récents, c'est tout ce qui est lutte contre les pollutions, prévention des risques, notamment risques majeurs, c'est-à-dire ce qui s'est passé par exemple sur les inondations, des choses comme ça, c'est de notre compétence, avec une participation de l'État aussi. Et puis, on va dire, alors une rubrique grands équipements. Alors grands équipements, c'est lorsque les élus estiment qu'un équipement a une telle importance qu'il est d'intérêt communautaire. Bon, je pense par exemple à un des derniers en date, c'est la salle de sport d'athlétisme qui a été construite à Nantes-Nord. Ou bien la future salle de sport qui va se construire à Rezé. Ce sont des équipements qui sont portés par Nantes Métropole, vu l'impact qu'ils ont sur l'ensemble de l'agglomération. Voilà, donc ça c'était pour compléter encore le panorama. Alors, je vais terminer là-dessus parce que c'est un peu l'actualité dont on a parlé ces derniers jours. On va évoluer vers ce qu'on appelle une métropole, c'est-à-dire que les lois qui ont été votées à la fois en 2010 et en 2013, qui sont complémentaires, font qu'on va donc devenir métropole à partir de 2015.
Et puis aussi à l'occasion donc des élections de 2014, on va avoir une modification en fait du nombre de conseillers communautaires et de l'organisation donc du conseil communautaire. Donc on va avoir d'un côté la réduction du nombre de conseillers. Hein. Nantes Métropole va passer de 113 conseillers à 97. Et il y a deux choses, donc aussi une autre chose qui va être fortement présente dans le choix des conseillers, c'est l'obligation de parité. Il y a donc dans la loi de 2010 une obligation de parité sur le futur conseil communautaire. Ça va être intéressant à suivre. Pour la Chapelle, vous allez avoir une petite réduction du nombre de conseillers, donc vous allez passer de 3 à 2. Voilà. Donc ces choix vont être faits lors du vote du 23 et 30 mars, puisque sur le même bulletin de vote, vous aurez à la fois les conseillers municipaux et les conseillers communautaires. Donc c'est ce vote-là qui donnera ensuite la composition du conseil communautaire. Et le nombre de vice-présidents va aussi diminuer. On a une réduction qui n'est pas mince, puisqu'on va passer de 33 vice-présidents à 20. Bon, voilà, c'est pas catastrophique, simplement, c'est que auparavant, donc l'ensemble des maires, les 24 maires étaient vice-présidents. Là, il y en a quelques-uns qui ne seront plus vice-présidents. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de distance entre l'exécutif et puis les maires qui ne seront pas vice-présidents. Ça fait partie des questions qui sont posées. Donc ça va prendre effet à partir donc du mois d'avril 2014, c'est-à-dire au moment où donc va se constituer le nouveau conseil communautaire. 1er janvier 2015, on devient métropole, tout comme un certain nombre de grandes agglomérations en France, hein, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Strasbourg, Lille. Alors, ça ne modifie pas de manière importante la composition du conseil, puisqu'en fait ce seront les mêmes élus qui resteront. Simplement, il y a quelques compétences qui vont évoluer. Bon, on va dire que c'est le prolongement en fait de la création de la communauté urbaine avec quelques compétences supplémentaires. Et donc c'est une étape significative du fait que l'intercommunalité en France prend de plus en plus d'importance. Voilà, il est, je pense, 21h30, Monsieur Bourreau. J'ai respecté le temps à peu près qu'il fallait, ou j'ai été trop court? Non, parce que tu m'avais dit 3/4 d'heure à peu près. Bon, alors, j'ai bien le sentiment d'avoir été un peu synthétique. Hein. Maintenant, donc, j'ai essayé de vous donner les informations, les explications les plus importantes de mon point de vue pour comprendre comment ça marche, cette communauté urbaine. Donc maintenant, je suis tout à fait disposé à la fois répondre à vos questions, mais aussi à engager le débat, parce que cette question de la métropole suscite parfois de vives controverses. J'ai pu le constater dans le passé. Voilà, madame. À compter des élections municipales de 2014, chaque commune est représentée au conseil communautaire par un nombre de représentants tenant compte de sa population définie aux articles L 5211-6, 1 L 5211-6, 2 du Code général des collectivités territoriales. Les conseillers communautaires sont élus lors des élections municipales, en même temps et sur la même liste de candidats que les conseillers municipaux. Les bulletins de vote de ces communes comprennent, dans une partie, la liste des candidats au conseil municipal et, dans une autre, la liste des candidats au conseil communautaire.